Aucun auteur, je pense, n'osera vous dire le contraire. Construire une œuvre de cinéma est quelque chose de complexe. Mais y ajouter en plus une grosse part de réel, pour faire en sorte que le spectateur puisse s'immerger encore plus dans une œuvre, c'est encore plus compliqué. Au cœur de ces nombreuses vidéos, de ces nombreux auteurs que nous abordons et de leur manière à chacun de construire une œuvre de cinéma, on constate souvent que nombre d'entre eux cherchent à construire quelque chose qui se rapproche du réel, quelque chose qui nous accroche à ce qui semble être proche de nous, mais qui au fond veut surtout exploiter un sentiment de proximité plus qu'une véritable réalité. Que ce soit par le biais de la captation d'un film, comme peut le faire un certain Michael Mann, que ce soit par l'exploitation de ses sujets, comme peut le faire une Chloé Zhao, il y a cette idée que le cinéma peut s'accrocher au réel pour développer quelque chose de sensible, de crédible, de profondément proche de nos consciences, amenant donc un affect qui va être multiplié et exacerbé par notre œil de spectateur, qui va se sentir touché par ce que nous allons découvrir, comprendre, et peut-être même réussir à assimiler comme quelque chose que l'on saurait reconnaître. Et le cinéaste dont on va parler aujourd'hui a clairement cherché à faire de l'exploitation du réel la base même de son cinéma. Un auteur qui n'a jamais hésité à sauter le pas et à faire un travail presque de journaliste pour construire des œuvres sortant clairement de l'ordinaire, et bien plus encore que de simplement s'accrocher à notre époque et nos mœurs, cherchant également à prendre une réalité comme une bénédiction d'auteur, un metteur en scène qui a longtemps cherché à exploiter la dimension la plus crédible et la plus juste du 7e art pour mettre en relief des sujets, des personnages, des contextes amenant à une forme de réflexion par la puissance d'une image et exploitant cette image comme l'essence même d'une situation préconisant une dimension d'immersion pour le spectateur lors de la vision d'une œuvre. Car Kevin Macdonald est bien plus qu'un réalisateur de cinéma documentaire et fictionnel. C'est un metteur en scène qui a toujours voulu faire en sorte que son art lui offre une porte sur l'humain. L'humain sensible, l'humain détruit, l'humain fragile, mais surtout l'humain à hauteur du spectateur. Un personnage de cinéma qui semble proche de nous, torturé, détourné de son image glorifiée, donc en un sens, plus fort et touchant. Et cela, même si dès son premier long métrage de fiction il arrive parfaitement à le démontrer, c'est au travers son deuxième film de fiction que je l'ai découvert. Un deuxième long métrage de fiction qu'il a choisi de mettre en forme comme une longue enquête journalistique pour un récit qui m'a totalement emporté dès son visionnage en salle et qui m'a donné l'opportunité de découvrir un metteur en scène de génie qui, au travers d'un sujet simple, ici une enquête journalistique qui pourrait mener à la révélation d'un complot impliquant un agent de la CIA, donnant lieu à une œuvre forte et rocambolesque. Jeu de pouvoir, première incursion dans la fiction pure et dure de Kevin Macdonald, est un brillant exercice de style, reposant sur les bases même de son travail d'auteur, mais également, et c'est là le tour de force de l'œuvre, sur l'ambition même du documentariste qui réside en lui, soit l'envie de rendre tout crédible, de faire en sorte que les actions des personnages sonnent comme logiques, mais surtout qu'elles semblent parfaitement cohérentes avec la réalité les entourant, pour une œuvre renversante de puissance extrêmement juste par son visuel et son esthétique, et un grand lyrisme. Une générosité qui, de base, traduit l'ambition d'un réalisateur de vouloir raconter bien plus au spectateur que simplement une histoire. Le travail de Macdonald est ainsi synthétisé dès son deuxième long métrage de fiction, au travers d'un projet qui lui tenait à cœur, mais qui semble également montrer que le metteur en scène britannique avait surtout tout de clair dans sa tête, que ce soit simplement dans la manière qu'il souhaitait de mettre en relief ses sujets, mais également dans son envie d'explorer les rapports humains en ne les traitant jamais simplement comme de la fiction pure. En mettant cela en place, bien plus encore que de réussir à mettre en relief ce que nombreux de réalisateurs mettent du temps à comprendre et à cerner, le cinéaste parvient surtout à construire quelque chose de rare, une forme de contrat qui le lie au spectateur et qui pose comme base de création cinématographique l'idée que celui-ci se sentira touché par ce qu'il verra mis en scène et en relief par la réalisation du cinéaste aux commandes du projet. Et personnellement, c'est cela que j'adore chez Kevin Macdonald, cette envie de nous passionner par ses récits sans jamais chercher à en faire trop par la forme ou la force de ses métrages. Et même s'il ne réussira peut-être pas à le faire à 100%, il cherchera tout de même au travers de son troisième long métrage de fiction à l'exploiter dans une dimension, disons, surprenante. Un troisième film qui prendra la forme d'un péplum, genre qui était plus que sous-coté à l'époque, mais que le cinéaste britannique avait très envie d'explorer pour une œuvre qui voulait se poser également comme une lecture réaliste de l'Empire romain dans une époque tourmentée, avec pour toile de fond l'ascension d'un jeune centurion cherchant plus que tout à restaurer l'honneur de son père par son nouveau statut. L'Aigle de la 9e Légion est donc une œuvre qui résonne comme un tournant dans la filmographie de l'auteur britannique, et qui surtout le poussera fortement à se pencher par la suite sur un documentaire au montage acerbe, puisque clairement il ne sortira pas convaincu de son expérience, même si en soi, personnellement, je trouve le long métrage plutôt entraînant et assez intense, pour donner lieu à une œuvre qui se voulait être dans l'air du temps, entourée de quelques autres longs métrages un peu du même acabit, offert souvent d'ailleurs par des cinéastes britanniques cherchant à explorer de nouvelles possibilités, et parvenant à le faire avec plus ou moins de justesse, Macdonald se trouvant clairement dans le haut du panier avec ce projet surprenant. Mais malgré tout, cela le poussera à s'intéresser tout de même à de nouvelles choses, et notamment à se replonger dans un domaine qu'il admire particulièrement, celui du documentaire.
Car oui, on ne l'a pas encore évoqué, mais le cinéaste britannique est un documentariste de génie, un auteur donc qui a longtemps travaillé dans une optique de conter la réalité au travers des images que celle-ci a pu garder de personnalités plus ou moins marquantes de notre époque, allant simplement d'un homme ayant déchiré un pays, en cherchant également à mettre en forme un amateur de sport extrême, ou un grand homme de la chanson prônant la paix et la bonne herbe. Kevin MacDonald a toujours aimé traiter de la réalité de cette manière-là, un peu comme un Asif Kapadia peut également le faire au travers de ses longs métrages, se laissant porter par la crédibilité des images prises par de nombreuses époques et laissant éclater au grand jour le véritable visage de ces personnalités ayant laissé une trace indélébile dans notre époque et dans nos consciences, et c'est ce travail qui rend son œuvre fascinante en tant que documentariste, cette envie de vouloir nous parler avec une sensibilité à toute épreuve. Et s'il y a bien un documentaire qui traduit le mieux cela, c'est un de ces derniers qui est sorti en salle. Un documentaire sur une légende de la musique, qui a connu une vie loin d'être simple ou même posée, et que le cinéaste britannique a souhaité traiter au travers d'une œuvre cherchant non seulement à lui rendre hommage, mais également à mettre en relief à quel point, même si elle n'a jamais pleinement convaincu, elle reste une grande dame de la chanson qui a su totalement s'imposer dans un monde dominé par les hommes, surtout à cette époque-là. Whitney, immense documentaire sur la diva de la chanson américaine Whitney Houston, est un morceau de documentaire fascinant de la part de Kevin MacDonald. Une œuvre brillante de maîtrise et d'une justesse assez folle en termes de montage, rappelant à quel point, plus encore que de maîtriser l'idée même de réalité, le cinéaste sait surtout comment faire en sorte qu'une petite histoire se construise dans la grande, presque uniquement par le biais d'une image rejoignant une autre, construisant ainsi bien plus que simplement une énième rencontre avec Whitney et Houston, mais plus radicalement développant une vraie réflexion autour de l'icône et de la femme qui cherchait simplement à se faire une place dans ce monde derrière. Et cette idée, qui semble se traduire tout du long de sa filmographie depuis son premier long métrage, semble à nouveau vouloir revenir sur le devant de la scène avec son nouveau projet. Un projet prenant la forme d'un retour aux sources pour le cinéaste britannique, résonnant fortement comme le développement singulier mais logique d'un anti-dernier roi d'Écosse, pour une œuvre qui semble vouloir résonner comme une critique nécessaire d'une Amérique qu'il semblait important pour le metteur en scène de remettre un peu en question au travers d'un film fleuve de son histoire récente. The Mauritanian, ou Désigné coupable, semble clairement être un nouveau tournant pour Kevin MacDonald. Une envie de sa part de vouloir mettre en relief l'histoire bouleversante et folle de Mohamedou Ould Slahi, le temps d'un chemin de croix hors du commun. Synthèse d'une chasse aux sorcières moderne poussée dans un extrême déchirant une Amérique en deux, pour un projet qui a déjà conquis les cœurs de nombreux spectateurs un peu partout dans le monde, prouvant plus que jamais que le metteur en scène britannique maîtrise l'image réelle, sait en faire un bon outil d'émotion, de ressenti et surtout d'immersion au cœur de sujets complexes. Prouvant que même s'il a souvent tendance à rester dans l'ombre, Kevin MacDonald a su s'imposer et reste un auteur qui a totalement maîtrisé les codes du 7e art.